Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, selon comment on fait les calculs, on est à 10%, voire un tout petit peu en dessous de 10% du PIB. C'est pas en augmentant encore les impôts ou les charges sociales qu'on va y arriver. Est-ce que les Européens sauront faire la guerre seuls face aux Russes avec leurs armements sans prendre dans l'inventaire américain, sans les Américains? Airbus a, il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, dit on ne veut plus travailler avec Dassault. Moi, j'ai jamais dit que je voulais pas travailler avec Airbus, au contraire. Là, les choses étaient irréconciliables. Je ne dis pas qu'il y avait un accord entre Airbus et Dassault pour dire que c'était irréconciliable, mais le constat faisait que c'était devenu irréconciliable. Et la conciliation qui est arrivée à la demande du président de la République et en accord avec le chancelier n'a pas permis de débloquer. On a fait des ouvertures, mais le fossé était trop grand. Donc, d'un commun accord, les deux pays ont décidé d'arrêter. Je dis les deux parce que l'Espagne, derrière, je sais pas, elle n'était pas complètement dans la conciliation. On échoue, et j'en suis un peu triste et déçu qu'on n'arrive pas à avoir défini avec les deux partenaires un avion qui puisse voler en 2030, un démonstrateur qui puisse voler en 2030. Ça aurait été quand même quelque chose de positif. Vous savez tous la raison ou les raisons qui ont fait que cette coopération s'arrête. Dès le départ, on était à deux. On était donc à grosso modo moitié-moitié de charge de travail, avec un leadership assumé pour Dassault. En tout cas, c'était Dassault l'architecte. L'arrivée des Espagnols a modifié cet équilibre, puisque les Espagnols, c'est aussi Airbus, et que Airbus Espagne répond à Airbus Allemagne en termes d'organisation d'Airbus, qui est leur organisation, j'ai rien à en dire. On s'est retrouvé à 1/3 de travail contre 2/3 pour Airbus. Donc, j'ai fini par accepter, en faisant redire plusieurs fois que le leadership et l'architecte, c'était bien Dassault. Et puis, au fur et à mesure, on s'est aperçu que Airbus souhaitait aussi avoir des responsabilités plus fortes dans la définition, et donc soit voulait être vraiment juste à côté de nous et tout partager, ou du moins partager beaucoup de choses, soit même prendre des leaderships de package. Et donc petit à petit, l'ambiance s'est dégradée dans les équipes, et on est arrivé à un point où, vous l'avez vu, j'ai demandé une évolution de gouvernance, parce que le 2 contre 1 ne me permettait plus, vu de ma fenêtre, d'exercer ce rôle d'architecte. Parce qu'on a vu que les Américains aujourd'hui imposaient à leurs industriels des architectures ouvertes sous peine de ne pas leur acheter de produits, pour pouvoir justement, j'allais dire, très basiquement faire ce qu'ils veulent avec le matériel et ensuite pouvoir l'utiliser. Quelle est aujourd'hui la position de Dassault sur ce sujet? L'architecture de l'avion de combat sera fermée, archi fermée. Parce que le numéro 1 quand on fait une mission nucléaire, c'est la sécurité. Pas se faire hacker pendant que vous faites votre mission nucléaire. Donc le système sera super fermé. Par contre, on comprend qu'il faut, pour des raisons ABCD, s'ouvrir au monde. Donc on fait une deuxième architecture, et je m'arrêterai là, qui peut prendre un certain nombre de sujets d'ouverture. Mais le cœur du cœur sera fermé. Ou sinon, je ne peux pas garantir que la mission nucléaire sera intègre. Ça supposera pour l'armée de l'air de différencier les avions qui auront la mission de face et les avions qui seront... Des architectures qui permettent justement ça. C'est vrai aussi dans les gros systèmes informatiques qu'on peut avoir par ailleurs, indépendamment des avions de combat. C'est dans l'architecture qu'il faut penser dès le départ la sécurité et de la cyber, et une certaine ouverture pour être capable évidemment de dialoguer. Après, le Rafale dialogue très, très facilement en liaison 16. Donc, et la liaison 16 est une liaison autant, en réalité une liaison américaine, avec des crypteurs américains, etc. etc. Bon, mais vous pouvez l'enlever si vraiment vous voulez faire un truc totalement intègre. Donc notre système est ouvert vers des réseaux militaires otaniens. Mais il est pensé, et c'est la demande officielle, d'être capable de faire la mission suprême dans un environnement totalement brouillé, dans un environnement où on ne coopère plus, et dans un environnement où il faut y aller. Voilà, c'est le besoin opérationnel. La question est très intéressante. Alors d'abord, j'essaye de tuer dans l'œuf tous les petits drones qui volent ne remplaceront jamais les gros effecteurs. Parce que le problème, c'est la taille de la charge. Petit drone égale petite charge. Petite charge égale petit dégât.
C'est aussi simple, si vous voulez faire un trou dans un bunker, il vous faut une arme lourde. Cette arme lourde, elle est portée par un avion de plus en plus gros, et les Américains ont porté la sophistication jusqu'à avoir des énormes bombardiers stratégiques avec des armes qui peuvent percer très profondément, etc. Vous ne ferez jamais ça avec un drone. Donc l'avion de combat reste l'outil de supériorité aérienne qui vous permet ensuite de faire des missions air-sol. Et de tous les plans des armées de l'Ouest, on va les appeler comme ça, occidentales, c'est d'abord de faire ça, une campagne aérienne, prendre le ciel, être capable de nettoyer. Vous avez vu, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Libye, les Américains font toujours comme ça, c'est ce qui s'est d'ailleurs passé là récemment en Iran, sauf qu'à un moment donné, l'arme aérienne n'est pas suffisante. Elle est faite pour nettoyer, préparer, et puis après, normalement, vous avez des armées de débarquement qui arrivent, et vous avez des troupes au sol qui font le travail. Donc quelque part, c'est ça les plans. L'arrivée des drones accentue une certaine dimension, c'est-à-dire quand vous avez une armée de drones qui peuvent individuellement tirer des objectifs quasiment individuels. Vous savez bien qu'en Ukraine aujourd'hui, un drone manuellement piloté va tirer pour interdire à une ligne de front à des soldats, ils tirent soldats un par un. Donc c'est quand même très très particulier. Alors, ils peuvent aussi aller tirer, mais si vous prenez par exemple des pays du Moyen-Orient, ils n'ont pas beaucoup souffert de l'attaque des drones. Évidemment, vous avez un drone qui rentre dans un hôtel, ça se voit, ça casse la chambre d'hôtel, ça peut tuer, il n'y a pas de doute. Ce qui tue aussi, c'est les retombées des défenses aériennes, parce qu'il y a des éclats très forts, si vous êtes en dessous, vous risquez, voilà. Mais ça ne fait pas les dégâts que vont faire des armements en profondeur, qu'ils soient des armements sol-sol ou des armements tirés d'air. Donc c'est une nouvelle façon de faire la guerre. Donc vous avez raison, nous, on sait faire ces matériels de haut niveau, et on a choisi pour faire les matériels de petit niveau de s'associer à des toutes petites sociétés avec lesquelles on va travailler, et on travaille. On a choisi, nous, Dassault Harmattan AI, une société qui produit déjà des milliers de drones, quasiment dans des garages, avec en plus, pour Harmattan AI et pour nous, une logique de développement de l'intelligence artificielle pour faire voler les drones, acquérir les cibles et être capable de... Donc, on développe des partenariats entre ces deux sociétés, la petite qui sait faire des choses presque en bricolant, et la grande qui sait faire avec, etc. Alors les normes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc on va aussi apprendre à répondre d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus vite, différemment, etc. Mais on a besoin de la puissance publique pour simplifier aussi un certain nombre de contraintes qu'on nous met. Je vous rappelle que le principe de précaution étant inscrit dans la Constitution, tout est fait pour être complexe. Donc il va falloir nous aider aussi à être de moins en moins complexe. Ce qui n'est pas simple pour un avion, parce qu'un avion, ça doit voler, ça doit pouvoir tirer des armes au bon endroit et pas à côté, etc. etc. Donc c'est une nouvelle dimension. Elle est prise en compte. De toutes les manières, il faut faire maintenant des drones, des petits drones, pour contrer les petits drones adverses, parce que de toutes les manières, vous voyez bien que des nuages de drones qui survolent une ville, ça doit être très stressant pour la population, et ça fait partie de la guerre psychologique aussi, et pas que psychologique. Ça fait des destructions, et dans une ville, c'est terrible. Donc vous voyez arriver des filets. Maintenant, si vous tirez une bombe de 1000 kilos, filet ou pas filet, ça détruira le bâtiment. Hein. Donc, vous voyez, c'est des choses très complémentaires, avec des coûts très différents, etc. Il faut l'intégrer, effectivement, dans les planifications et les prévisions futures, et trouver les tactiques d'emploi. Parce qu'entre une tactique d'emploi ukrainienne et une tactique d'emploi iranienne, ou une tactique d'emploi avec de l'intelligence artificielle, c'est très, très, très différent. Et ça va donner lieu à des matériels très différents. Ça ouvre la voie d'ailleurs à comment on fait avec l'intelligence artificielle dans le domaine de l'armement, jusqu'où on va, comment l'homme est encore dans la boucle, et jusqu'où il délègue un certain nombre de missions à cette intelligence artificielle. Ça pose des vraies questions aussi sur lesquelles on va devoir répondre dans les années à venir. Quid de l'eurodrone ? Quid de l'eurodrone C'est presque freudien le fait que j'ai oublié la question. Pour nous, c'est simple, Airbus nous a dit dehors.
Bon, alors donc, on n'est pas d'accord, et donc on discute. On discute du pourquoi on est dehors. Donc je ne peux plus vous dire où en est le programme, puisque les ponts sont coupés, au sens programmatique du terme. Après, l'Eurodrone, moi je me rappelle, j'étais un de ceux qui l'ait bâti avec le président à l'époque de Finmeccanica, c'était pas encore Leonardo, et de EADS, c'était pas encore Airbus, donc vous voyez, ça fait longtemps. On était à 3 autour de la table, et j'ai dit, il faut qu'il y en ait un qui soit leader. Et on a à 3 décidé que ça soit Airbus. Alors là, il ne conteste pas le fait qu'il ne faut pas être coco. Il y a un leader. Mais quand c'est l'avion de combat, non. Ça, c'est plus compliqué. Donc l'Eurodrone, je ne sais pas, c'est aux militaires aussi à le savoir. La France s'est lancée dans ce programme. Les choses ont évolué. Un Eurodrone au-dessus du Sahel, c'est vrai que ça vole longtemps, ça observe bien, ça doit avoir une pertinence. Un Eurodrone dans un conflit armé où le ciel n'est pas complètement maîtrisé, et du moins la menace solaire est toujours là, la menace aérienne est toujours là, c'est sûrement une cible assez facile. Donc c'est pas à moi à répondre. J'ai compris que les Français ne voulaient plus acheter d'Eurodrone. J'ai compris ça parce que je lis la presse, voilà. Mais il y a eu les travaux parlementaires dedans, donc il n'y a pas d'achat de drones Eurodrone dans la loi de programmation militaire. Il y a un développement qui est en cours. Est-ce qu'il s'arrête, est-ce qu'il ne s'arrête pas? Je ne sais pas vous dire. Bravo! Vous trouvez toujours le bon plan, le resto cool, le chemin le plus court. Faites pareil pour votre compte. Nickel, c'est un compte avec une carte, un RIB et une appli. Sans paperasse, avec plaisir. Nickel, tout simplement. En 5 minutes, chez tous nos buralistes et sur nickel.eu. Et en ce moment, Amazon Prime, c'est cadeau. Sur le drone de combat, je pense qu'on ne remplacera jamais, mais je peux me tromper parce qu'il ne faut jamais dire jamais, l'intelligence humaine et la sensibilité humaine quand vous êtes au milieu du combat. C'est ce qui fera, parce que si tout le monde est automatisé, vous aurez des algorithmes contre des algorithmes. Bon, c'est sûr que ça jouera, il y en aura. Mais le pilote a ceci en plus, il a été formé, et dans un combat aérien, c'est cette capacité qui fera un petit peu plus la capacité de réussir. Donc ça, c'est en RR, et la menace RR existe. Et en air-sol, ça sera aussi la capacité à se reconfigurer, pas in the book. Donc je pense qu'il y aura toujours des pilotes. Quand vous faites une opération en Iran, vous dites 0 mort, 0 pilote attrapé, etc. Ah oui, bon, mais quand vous faites une guerre, si vous faites la Deuxième Guerre mondiale, il y a des morts. Il y a des morts dans toute guerre. Faire la guerre à 0 mort, ça n'existe pas, en tout cas vu de ma fenêtre, etc. Donc le problème de se dire le pilote risque d'être fait prisonnier n'est pas un sujet, c'est une bataille de com'. C'est vrai qu'on l'a vu en Yougoslavie, un pilote pris, montré à la télé, c'est très désagréable, mais comme des otages. Les otages aussi, ils ne sont pas forcément pilotes, c'est toujours très désagréable. Ça n'empêchera pas l'homme qui doit être au plus près du combat pour mieux comprendre, et ça n'empêchera pas l'automatisation avec de l'IA, et qui arrivera. Et donc c'est la combinaison des deux qui fera la force des armées modernes. C'est à faire, c'est pas encore fait, personne ne le fait, pas même les Américains. Attention, les Chinois avancent vite dans ces domaines-là, donc il est très important de développer des algorithmes, et on va le faire dans le cadre du F5 aussi, de développer des algorithmes et de pouvoir commencer à travailler avec des drones de combat en liaison avec l'avion de combat. Et ça ne se fait pas de manière séparément. Ceux qui croient qu'on développe des drones de combat dans un coin, des avions de combat dans un autre, etc., ça ne marche pas. Celui qui croit que parce qu'il fait un cloud, c'est-à-dire qu'il fait de la vapeur d'eau, il va être capable de tout diriger, ça ne marche pas non plus. L'accélération d'un certain nombre de normes et de capacités ont pénalisé nos industriels. Moi, je le vois beaucoup, non pas chez les grands industriels qui sont dans le tour de table de l'UMM, mais aussi, surtout sur toutes les PME en territoire
où tous ceux qui sont dans l'automobile souffrent. Alors vous avez ceux qui ont un peu de chance d'être aussi dans l'aéronautique, donc ils arrivent un peu à rééquilibrer, encore que les bassins d'emploi ne sont pas tout à fait les mêmes, et que la mobilité en France n'est pas forcément quelque chose de très simple. Donc nous, on a la chance d'avoir une industrie de la défense, pas simplement aéronautique, pas simplement l'avion de combat, relativement développée. Il faut donc poursuivre cet effort, le développer peut-être un peu plus parce qu'on sent bien qu'il y a des nécessités. Je rajoute que maintenant, on n'est plus marqué du sceau de l'infamie d'être dans le domaine de l'armement, ce qui était encore le cas il y a quelques années, du fait de la fameuse taxonomie bruxelloise sur l'industrie de défense et d'armement. Les choses ont changé, j'oserais pas dire grâce à la guerre en Ukraine, parce que cette guerre est terrible, mais à cause de la guerre en Ukraine, il y a bien une prise de conscience européenne qu'il se passe des choses, il y a bien une prise de conscience européenne que les Américains défendent leurs intérêts. Je veux dire, certains, en particulier en France, ne découvrent pas que les Américains défendent les intérêts américains. Il n'a pas fallu attendre Trump quand même pour savoir que les Américains ont toujours défendu leurs intérêts. Là aussi, allez voir le film sur De Gaulle, vous verrez, vous savez tous ça, vous avez tous lu les mémoires du général, mais malgré tout, pour les jeunes générations, c'est assez intéressant de le voir, c'est pas du tout caricaturé. Donc oui, les Américains défendent leurs intérêts. Est-ce que les intérêts européens font partie des intérêts américains? C'est une question. Alors cette prise de conscience, comme la prise de conscience sur l'industrie, avec le rapport Draghi, tout ça est bien mis sur la table. Est-ce que pour le moins ça génère un mouvement, une impulsion? Oui, mais est-ce que, in fine, ça nous met au niveau de ce que peuvent faire aujourd'hui les Américains? On est bien loin on est bien loin de cette ambition aujourd'hui. Je pense que notre Europe de la défense est encore quelque chose à bâtir. C'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'OTAN qui pourrait nous sauver s'il fallait faire la guerre avec les Russes. Est-ce que les Européens sauront faire la guerre seuls face aux Russes avec leurs armements sans prendre dans l'inventaire américain sans les Américains? C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est aux armées, c'est aux politiques. C'est sûrement une des questions sur lesquelles vous devez plancher. Et moi, j'ai quand même un doute aujourd'hui. En tout cas, l'organisation militaire de l'Alliance, elle est faite au travers de l'OTAN. Et vu de ma fenêtre, je ne suis pas militaire, mais l'OTAN, il y a un chef, il y a un leader. Je sais que le mot heurte beaucoup. Ben si, il y a un vrai leader, et le leader, il est américain. Donc aujourd'hui, on ne sait pas d'effet de ce leadership. Si je prends les avions de combat, c'est évidemment le F-35 qui est l'avion de combat européen. Sûrement pas ni l'Eurofighter, ni le Rafale, ni le NGF, ni le G-Cap. Alors, est-ce que le fait d'en faire qu'un et de mettre tout le monde autour de la table permettrait ça? J'en doute. J'en doute parce que le temps de mettre tout le monde d'accord, vous avez vu, le temps que les intérêts nationaux des uns et des autres, de la volonté de récupérer une part du gâteau, soient discutés, les Américains ont sorti des générations d'avions de combat. Eux, ils font pas ça, ils mettent pas tout le monde autour de la table. Ils font un appel d'offres et ils décident et ils prennent le meilleur. Voilà. Bon, sur un grand pays, et y compris d'ailleurs de temps en temps d'avoir deux moteurs pour l'avion de combat, 2 avions de combat, ils ont des moyens colossaux. Donc, faudra une coopération pragmatique. À mon sens, entre États, c'est là où le NGF n'était pas forcément idiot au départ de la coopération. Et l'Europe de la Commission peut abonder, puisque dans les budgets européens maintenant, il y a des lignes non négligeables sur la défense, peut abonder ces projets qui sont démarrés au niveau des États. Voilà, alors en France, on veut réindustrialiser. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, selon comment on fait les calculs, on est à 10%, voire un tout petit peu en dessous de 10% du PIB. L'Allemagne doit être à 16%, l'Italie à quasiment 20%, la Suisse à quasiment 20%. Enfin, on est un pays désindustrialisé. Donc on accueille favorablement tous ceux qui disent qu'il faut le réindustrialiser. Je ne veux pas rentrer là devant vous, devant la problématique, mais pour réindustrialiser un pays, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour que l'industrie soit écoutée et entendue et que ça donne lieu à des actions, à des projets de loi dans les hémicycles pour qu'on puisse créer l'ambiance qui est... Et je le redis avant que ça soit dit, le but n'est pas de faire de l'industrie sans prendre en compte l'aspect environnemental. C'est par l'industrie qu'on créera
les bonnes conditions de l'aspect environnemental. Mais c'est pas en punissant l'industrie pour faire de l'environnement, ça marchera pas. Voilà. Donc et puis après, vous le savez, la compétitivité française est ce qu'elle est. Dans la défense, on le traite d'une certaine manière parce que c'est très géopolitique. Dans le domaine de l'industrie civile, on a des concurrents. Le marché français n'est pas suffisant. On a des concurrents en Europe parce que ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas d'harmonisation ni fiscale et encore moins sociale en Europe. Donc il y a des pays plus compétitifs au sein de l'Europe avec une libre circulation des biens et des personnes. Et puis vous avez des pays très compétitifs, pas très loin de chez nous, en Afrique du Nord par exemple. Vous avez des pays compétitifs maintenant, c'est l'Inde. Pour certains, c'est la Chine. Le secteur automobile massivement est obligé d'aller en Chine pour essayer de contrer la concurrence et survivre. Donc c'est pas en augmentant encore les impôts ou les charges sociales qu'on va y arriver. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut liquider le modèle social, bien au contraire. Comment on fait pour sauver le modèle social, qui est un système qui est quand même protecteur pour nos concitoyens, mais il va falloir faire quelque chose. Mais là, je rentre dans un sujet qui dépasserait et de loin le propos de ce matin, mais qui, à mon avis, tout est lié à un moment donné. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche